Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bonne année 2020, c'est Eric Couder. Si vous écoutez Que faire des mômes, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission, puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que faire des mômes, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles et les événements à ne pas manquer, et je vous présenterai ma sélection livres. Je recevrai en invité Charlotte Poussin, qui publie aux éditions Erol Bien-être Mon cahier Montessori pour apprendre à écrire et à lire. Farah Kasri, journaliste et chroniqueuse au sein de l'émission Le Magazine Santé sur France 5 avec Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. L'autrice nous présentera son livre jeunesse, Même pas bête, Les 5 sens comparant l'homme et l'animal, illustré par Amélie Fallière aux éditions Glénat Jeunesse. Et enfin, Cécile Covès nous parlera de la comédie pour adultes, Nos petits secrets, qui se joue actuellement au théâtre Le Mélo d'Amélie à Paris. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoile de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle de Next Level, la suite du film Jumanji sorti en 2017, en français Prochain Niveau, faisant référence bien sûr aux jeux vidéo. Cette fois, l'équipe est de retour, mais le jeu a changé. Le groupe doit retourner dans le jeu afin d'y sauver un camarade, mais tout a changé. Ils tombent dans un tout nouveau monde, des déserts arides aux montagnes enneigées. Les joueurs vont devoir traverser de dures épreuves physiques et mentales afin de ressortir du jeu tous ensemble et indemnes. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Elle est où la jungle? C'est nouveau ça? C'était pas du tout prévu tous ces changements. D'accord, il y a un souci là. Allez, je viens. Papy Eddie? Ça roule. Vous auriez pas vu Spencer? C'est là. Je crois qu'il y est retourné. Faut aller le chercher. C'est quoi ce bruit? Hein? On n'a même pas choisi nos avatars. Est-ce qu'on est en Floride? Oh purée. Attendez, on n'est pas dans les bons corps. Les articulations, c'est du beurre. Oh ma zette. Je me sens léger moi aussi. Ah non mais c'est quoi ce plan? Alors je reviens et tout est encore pire. Regardez ça. 1, 2, 3. On a un gros problème. Le jeu a planté. Bon écoutez, ici tout est mortellement dangereux. Faut avoir des yeux derrière la tête parce que sinon... Bon sang de bonsoir. Jumanji Next Level, un film pour les grands comme pour les petits, la suite du film culte des années 90, à voir dans toutes les salles. Ma première invitée de cette année 2020 est Charlotte Poussin qui publie aux éditions Erol Bien-être Mon cahier Montessori pour apprendre à écrire et à lire. Bonjour Charlotte Poussin. Bonjour. Alors vous êtes éducatrice Montessori, amie et ayant dirigé une école Montessori, autrice de nombreux livres et coffrets best-sellers, traductrice de plusieurs livres Maria Montessori et élevé 5 enfants en vous inspirant de l'approche montessorienne, auteur du best-seller Apprends-moi à faire seul, publié aux éditions Erol Bien-être Mon cahier Montessori pour apprendre à écrire et à lire. Charlotte Poussin, en quoi consiste cette méthode Montessori? C'est une pédagogie qui place vraiment l'enfant au centre en considérant que chaque enfant est en mesure d'être autodidacte si et seulement si il est placé dans un environnement propice qui lui permette d'assouvir sa curiosité naturelle d'apprendre. Ça veut dire qu'il faut, pour qu'il puisse apprendre par lui-même, lui fournir des activités
qui lui permettent d'apprendre, donc un matériel pédagogique approprié, adapté à son âge, et puis aussi une ambiance riche de stimulation par le fait qu'il y a un mélange des âges, des enfants de diverses tranches d'âge regroupés ensemble. Alors pour quelle raison utiliser cette méthode plutôt qu'une autre ? Je ne pense pas que ce soit la seule qui soit bonne, mais moi c'est celle qui me plaît. J'ai pas mal... J'ai pas mal changé d'école petite et c'est vraiment l'école de mes rêves, l'école que je cherchais moi, je pense, enfant. Donc personnellement, moi j'ai choisi celle-ci pour mes 5 enfants et puis j'ai choisi d'y consacrer ma vie professionnelle et beaucoup d'énergie parce qu'elle me plaît beaucoup, mais je peux pas dire que ce soit la seule qui soit valable. Ce qui est certain, c'est qu'elle a une grande valeur qui est celle de prôner l'éducation à la paix. Et pour moi, c'est fondamental. On n'est pas là pour être meilleur en maths que le petit copain, mais vraiment pour collaborer et ce, dès le plus jeune âge. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qui était Maria Montessori ? C'était une femme, une des premières femmes médecins d'Italie, diplômée en 1896, donc c'est vraiment un fait remarquable à l'époque, qui a aussi poursuivi ses études dans de nombreux domaines comme la philosophie, la biologie, la neurologie, la psychiatrie, dans divers pays d'Europe. Donc c'était vraiment une femme extrêmement cultivée qui a d'abord consacré une partie de sa vie à s'occuper des enfants porteurs de handicap, d'enfants en retard mentalement, comme on les appelait à l'époque. Et puis ensuite, elle s'est tournée vers les enfants non porteurs de handicap parce que ce qu'elle avait découvert auprès de ceux qui avaient des difficultés était tellement révolutionnaire qu'elle a voulu le proposer à tout le monde. Et c'est vraiment une femme qui était tournée vers l'enfant universel, non pas l'enfant privilégié, non pas l'enfant en difficulté, mais vers tout enfant de 0 à 24 ans. Parce qu'elle a vraiment conçu un système pédagogique et une approche éducative qui existe aussi pour la vie de famille, pas uniquement à l'école. Oui. Voilà, elle s'est vraiment intéressée à la construction de l'homme. Alors, votre ouvrage est illustré par Caroline Gaujour. Quelques mots sur son travail d'illustratrice. Comment avez-vous travaillé ensemble ? Écoutez, il se trouve que je vis actuellement à l'étranger et qu'elle vivait aussi à l'étranger. Donc, on a eu la chance et le plaisir de se rencontrer parce qu'elle est très sympathique, expatriée dans la même ville pendant quelques années. Et j'ai beaucoup apprécié la joie, la simplicité, la pureté de son trait. C'est vrai que dans l'approche Montessori, on cherche vraiment justement ce genre d'illustratrice, d'illustrateur, un dessin épuré, à la fois riche de détails pour attirer l'attention, mais qui n'encombre pas non plus pour aller à l'essentiel. Et là, en l'occurrence, c'est important que la lettre ressorte, que le phonogramme ressorte. Il s'agit vraiment d'attirer l'enfant. C'est un petit peu comme une boîte de chocolat, vous voyez, ce cahier d'activité. Il faut vraiment que l'enfant ait envie d'aller découvrir chaque lettre une après l'autre, sans que ce soit laborieux et que ce soit à chaque fois sympathique. Oui, c'est très bien pensé, justement. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en vous lisant. Comment, justement, ce cahier d'activité est-il conçu afin de stimuler l'envie d'apprendre à écrire et à lire ? Alors, il est vraiment là pour le coup, j'ai pas la prétention d'avoir inventé tout la méthode qui est présentée dans ce cahier. C'est vraiment la méthode éprouvée depuis plus d'un siècle dans toutes les écoles Montessori. Moi-même, j'ai une longue expérience en école et aussi en tant que maman. Donc, c'est vraiment basé sur cette pédagogie Montessori, sur mon expérience personnelle et puis sur des tas d'idées aussi, que je me suis faites au fil des années d'enseignement. Mais c'est vraiment très très inspiré de l'approche Montessori, qui est une approche kinesthésique, c'est-à-dire qui implique tous les sens. Donc on fait vraiment appel à la vue, à l'ouïe, parce qu'on prononce toujours le son des lettres quand on travaille avec les enfants, de manière à travailler à la fois l'écriture et la lecture. Et il se trouve que dans l'approche Montessori, souvent les enfants commencent à écrire avant de lire, ce qui surprend certaines personnes, parce qu'en fait, ils commencent à écrire avec l'écriture mentale. C'est-à-dire que ça n'est pas encore une lettre bien formée, ils composent des mots avec des lettres mobiles. On leur propose des outils de manière à pouvoir écrire avant que la lettre soit impeccable. Parce que le mécanisme mental d'écriture précède le mécanisme physique qui consiste à tenir le stylo avec un poignet ferme et souple et qui
trace des lettres parfaites. Ça, c'est ce qu'on fait vraiment dans un autre temps. Dans un premier temps, on compose des mots de façon phonétique. Oui. Et donc, tout ça est bien expliqué. Donc, c'est vrai que c'est un processus à la fois simple, parce que c'est pas sorcier, mais assez rigoureux, et il faut suivre les étapes les unes après les autres. Donc, ce cahier a pour but d'accompagner l'enfant en lui donnant des supports pour le faire, et accompagner le parent en lui expliquant toutes les étapes et en lui donnant des petites idées et des trucs pour accompagner l'enfant au fil de cet apprentissage, qui peut être très spontané s'il est bien accompagné. Alors justement, dans les activités, vous proposez d'écouter le silence et les bruits. Alors je m'y suis amusé, moi. Je rigole, c'est vrai que c'est assez amusant. Ouais. Mais c'est une des activités que les enfants aiment beaucoup et qu'on fait souvent avec eux. C'est une préparation à l'oreille, c'est une préparation de l'oreille, pardon. On s'amuse à écouter le silence. Et c'est en écoutant le silence qu'on prend conscience de la multiplicité des bruits qui nous entourent. On finit par entendre les gargouillis de l'estomac, on finit par entendre la respiration du petit voisin. Exactement. Et les enfants aiment énormément ça. Ils se découvrent qu'en réalité, on est dans un bruit permanent. Et c'est un exercice très intéressant d'isoler les bruits. Dans un deuxième temps, on s'amuse à analyser ce qu'on entend et à essayer de nommer et reconnaître ce qu'on entend. Et tout ça, c'est une préparation indirecte de l'oreille à la musique, mais aussi à la musique du langage. Donc à l'apprentissage de la reconnaissance du son que font les lettres. Donc c'est un exercice préliminaire, hein, c'est très en amont, mais c'est vrai que c'est important parce qu'ensuite ça va faire une oreille aiguisée qui est capable de distinguer dans le mot arbre le A du R, du B, etc. C'est un exercice préparatoire. Alors Charles Poussin, vous proposez donc une multitude d'activités ludiques à faire avec son enfant de 3 à 6 ans, et c'est classé par thème et par ordre chronologique. C'est ça qui est bien également, hein. Tout à fait. Et en même temps, il y a des onglets qui permettent d'aller d'une ère, entre guillemets, d'un type d'exercice à un autre pour alterner. Et ça permet aussi de garder l'idée que c'est toujours tout de même l'enfant qui choisit vers quelle activité il va. Donc le fait de lui donner des repères avec ses œillets, c'est une manière de lui permettre de se repérer pour le parent, mais aussi pour l'enfant. Parce qu'elles sont chronologiques dans chaque intercalaire. Oui. Mais un enfant peut aller d'un intercalaire à l'autre. On ne travaille pas l'écriture puis la lecture ou inversement, on travaille toujours les deux simultanément. Donc il y a une sorte de va-et-vient entre toutes les intercalaires de ce cahier. Enfin, on peut les nommer, hein. C'est les jeux de sons, Oui. le son des lettres, les jeux de lettres, les jeux d'écriture et les jeux de lecture. Donc voilà, on fait des va-et-vient entre toutes ces activités, et on utilise aussi à côté un alphabet mobile, des lettres rugueuses. Donc moi personnellement j'en propose aussi chez Erol, hein, des lettres rugueuses, mais on peut en fabriquer, on peut en trouver d'autres, mais c'est important de savoir que ce cahier est un support de plus, mais l'élément phare de l'apprentissage de la lettre, hein, chez Montessori, ça reste la lettre rugueuse. Alors Charlotte Poussin, vous êtes vous-même maman de 5 enfants. Quelle maman êtes-vous? Une maman débordée. Ah oui, j'imagine. Non. Écoutez, je suis une maman gâtée déjà d'avoir 5 enfants, et puis une maman parfois fatiguée, une maman très joyeuse, une maman qui s'ennuie jamais. Ouais. Je pense que je suis une maman assez patiente, une maman entraînante, et puis souvent une maman entraînée, parce que c'est vrai que oui, les jours où on aurait tendance à vouloir se poser un peu, il y a toujours un enfant qui vient nous chercher, qui nous réveille. Vous vous inspirez de vos enfants pour écrire? Ah oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Récemment, j'ai eu le bonheur de créer toute une petite collection chez Bayard, qui s'appelle Mes amis Montessori et Ma journée Montessori. Oui. Le prénom de mon petit dernier a été donné à la collection, voilà, Maxime. Donc oui, je m'inspire très très clairement de sa vie quotidienne pour ces petits livres, ce qui leur permet d'être vraiment ancrés dans la réalité. Et c'est l'objectif de cette collection d'ailleurs, hein. C'est vraiment de permettre aux enfants, aux jeunes lecteurs, de s'identifier aux personnages, et non pas un lapin, un renard, un castor ou un dinosaure, mais vraiment de s'identifier à un être humain qui vit leur vie et qui les inspire dans la prise d'autonomie, la confiance en soi, la curiosité, l'envie d'apprendre. Donc, du retour des
des lecteurs jeunes et de leurs parents, ça marche. Ouais. Alors vous dites que lorsque l'on isole les difficultés, c'est tout de suite plus facile. Mais tout à fait, c'est vraiment le principe du matériel Montessori. Elle a vraiment conçu une pièce de matériel pour chaque concept. Isoler une difficulté, de la même manière que tout à l'heure on parlait d'isoler les sons pour les reconnaître. Ouais. Isoler une difficulté, c'est déjà la partie de la solution. Quand on dit un problème posé est un problème à moitié résolu, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que chaque concept est abordé un à un. On ne fait pas de surstimulation. On ne travaille pas 10 choses à la fois. Il y a pas mal de jeux pour enfants qui proposent de travailler à la fois les formes, les couleurs, le nom des animaux, le bruit des animaux, les chiffres. Donc on se retrouve avec 3 carrés bleus en forme de lion et 6 ronds beige en forme de je sais pas quoi. Là, c'est l'inverse. Soit on travaille sur le concept numérique, soit on travaille sur les couleurs, soit on travaille sur les formes, soit on travaille sur les solides, soit on travaille sur les animaux. On purifie l'environnement de l'enfant qui est extrêmement complexe, comme le monde dans lequel on vit. Et comme l'enfant est jeune et qu'il a une maturité cérébrale encore en construction, on lui facilite la tâche un petit peu. On le fera pas toujours, mais on le fait dans un premier temps. C'est comme un sas. On lui facilite la vie un petit peu. Vous dites également, moins on donne d'informations, plus il y a d'exploration. Oui, alors ça c'est vraiment une phrase qu'on nous répétait énormément pendant notre formation pour devenir éducatrice Montessori à EMI. C'est vraiment l'idée de ne pas se substituer à la curiosité de l'enfant, ne pas répondre à toutes ses questions, ne pas répondre aux questions avant qu'il ait eu le temps de se les poser, être plutôt quelqu'un qui donne envie de poser des questions, mais pas forcément d'avoir les réponses instantanément. Il faut prélever l'envie de chercher, l'instinct que l'enfant a de chercher, de manière à ce qu'il reste un curieux intellectuel toute sa vie. C'est l'objectif. Très bien. En tout cas, votre actualité, Charlotte Poussin, c'est Mon cahier Montessori pour apprendre à écrire et à lire. Merci Charlotte Poussin. Merci beaucoup. Mon cahier Montessori pour apprendre à écrire et à lire de Charlotte Poussin aux éditions Erol Bien-être. J'en profite pour vous parler d'un autre livre dont Charlotte Poussin a fait la traduction, un texte inédit, Maria Montessori, mon approche expliquée aux enfants aux éditions des Clés de Brouwer. Puisque l'on parle livre, voici ma sélection de la semaine. Que faire des mômes ? Nicolas Pirou, que j'ai souvent reçu dans l'émission pour sa magnifique collection de livres Mais où est donc Pompon, vous propose cette fois avec le musée d'Orsay et les éditions Azan, Mais où est donc Pompon l'intégrale. Comme à son habitude, l'ours Pompon se cache dans les chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Saurez-vous les retrouver ? Nicolas Pirou signe à nouveau un luxueux ouvrage avec plus de 100 chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Un livre à lire à la maison, en voiture, en train, seul, à 2, à 3 ou avec toute la famille. Là aussi, il est question un peu de jeu de cache-cache et d'ours puisque à l'occasion de l'épiphanie, Magicien des Jouets vous propose de trouver la fève de l'ours Hubert. Suite à l'accueil chaleureux du livre Hubert fait la cuisine recettes sucrées, un livre de recettes dont ma petite nièce Erika est fan, l'ours Hubert est de retour avec la fiche recette Hubert fait une galette des rois à la frangipane. Grâce aux explications simples et aux photos pas à pas, les enfants pourront préparer facilement de quoi bien fêter l'épiphanie. Alors ce qui est super, c'est que la fiche est également accompagnée d'une fève à l'effigie de l'ours Hubert, réalisé spécialement pour Magicien des Jouets en édition limitée à 500 exemplaires, de quoi ravir les collectionneurs. Hubert fait une galette des rois à la frangipane et la fève sont vendus en exclusivité sur le site magiciendesjouets.bigcartel.com. À présent, dans Que faire des mômes, je reçois Farah Kasri pour nous parler de Même pas bête, une collection de livres documentaires pour les petits curieux de 6 à 10 ans. Bonjour Farah Kasri. Bonjour. Alors vous avez suivi des études de médecine vétérinaire et d'éthologie, avez découvert la médiation scientifique au sein de l'association Les Petits Débrouillards. Sûrement de nombreux auditeurs vous connaissent journaliste et chroniqueuse au sein de l'émission Le Magazine Santé sur France 5 avec Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. Aujourd'hui vous publiez votre premier livre jeunesse avec la participation de Michel Simès, Même pas bête, les 5 sens, comparons l'homme et l'animal, illustré par Amélie Fallière chez Glénat Jeunesse. Farah Kasri, comment est né ce projet de collection de livres documentaires ? Alors en fait, pour ce premier numéro, on s'était vraiment penché sur la question avec Michel. Michel avait vraiment envie de parler des animaux. À chaque fois qu'on finissait une chronique à l'antenne, il me posait plein de questions. Et c'est de là qu'est vraiment né le livre. Et on se demandait juste par quel bout on allait attraper ce sujet qui était très riche et très vaste. Et comment allons-nous
comment allions-nous aborder la question. Et on s'est dit, tiens, on va commencer par le départ, c'est-à-dire pourquoi les animaux ont des petits détails comme ça qui différencient de l'humain. Par exemple, pourquoi certaines espèces ont des yeux sur les côtés, pourquoi d'autres espèces n'ont pas du tout d'oreilles apparentes. Et c'est parti de là. Moi, j'avais vraiment cette question quand j'étais toute petite, avec le chaperon rouge. Oui. Mère grand, pourquoi as-tu de grandes oreilles? Mère grand, pourquoi as-tu des grandes dents? Et j'avoue que quand j'étais petite, les réponses me satisfaisaient pas du tout. Les grandes dents, c'est pas pour croquer les enfants, c'est vraiment pour pouvoir déchiqueter la viande quand qu'on n'a pas de main, pas de couteau, pas de fourchette. Ça, c'est pour les enfants. Ils s'imaginent bien qu'il faut bien que les animaux se débrouillent autrement. Et voilà, donc c'est vraiment pour donner un autre regard et que les enfants puissent se poser les bonnes questions. Si les animaux ont des petites différences comme par exemple la position des yeux, des oreilles, le nombre des yeux, etc., c'est pas pour rien. C'est pour qu'ils puissent survivre dans leur environnement. Tout simplement. Alors on disait les enfants, mais alors moi je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant de commencer cette interview, j'ai lu le livre et j'ai appris plein de choses. C'est également pour les adultes, pour les grands-parents également. Oui, c'est vraiment un livre pour toute la famille. Les parents ne s'ennuieront pas du tout en lisant les différents chapitres. Vraiment, on peut l'aborder de différentes façons. Il y a les grandes illustrations d'Amélie Salière qui est vraiment, on a travaillé en collaboration avec elle. Elle n'a pas travaillé de son côté. On était toutes les deux vraiment, et même tous les trois avec Michel, pour se dire, voilà, on a envie qu'il y ait cette atmosphère dans le livre. On a envie de montrer tous ces détails. Par exemple, quand on regarde juste le chameau avec sa double rangée de cils pour protéger ses yeux des grains de sable lors des tempêtes, ça vraiment, elle a fait attention à montrer les cils au niveau des yeux. Au niveau, par exemple, des paupières pour les crocodiles, les crocodiles, c'est comme s'ils avaient des lunettes de plongée intégrées. Quand ils plongent sous l'eau, il y a une troisième membrane qui vient protéger tout leur œil, les deux yeux. Ça a amusé beaucoup Michel parce qu'en fait, on a pu le mettre en situation. À chaque fois, vous avez un petit avatar comme ça de Michel Simès qui est au fil des pages, qui se met à la place de l'animal et c'est assez amusant pour les tout petits. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un livre pour toute la famille. Les grands vont apprendre des choses en lisant avec leurs enfants. Les moyens, en fait, ils vont vraiment découvrir en lisant, en déchiffrant les petits paragraphes. Et les tout petits, ils peuvent suivre Michel et les dessins et ils s'imaginent pas mal d'histoires et c'est assez drôle. Alors j'ai découvert que rien qu'à la position des yeux d'un animal, on peut savoir si c'est un prédateur ou pas également. Je ne savais pas ça. Absolument. En fait, ça donne un champ de vision totalement différent. Si vous avez les yeux qui sont de face, c'est pour voir le plus loin possible et de façon assez précise. Le champ de vision, il est de 180 degrés à peu près. Et si vous avez les yeux sur les côtés, ça élargit votre champ visuel à jusqu'à 340 degrés quand vous êtes un cheval ou un zèbre. Ouais. Donc ça permet vraiment de pouvoir, par exemple, brouter l'herbe, baisser la tête et tout en regardant ce qui se passe sur les côtés, parce qu'il y a toujours peut-être un animal, un prédateur qui est caché dans les buissons et qui risque de vous attaquer quand vous êtes une pauvre proie. Ouais. Une autre chose aussi que j'ai découvert, les oiseaux perçoivent aussi des couleurs invisibles pour les hommes. Les oiseaux ont plus de photorécepteurs. Les photorécepteurs, c'est ce qui se trouve au fond de notre œil, c'est au niveau de la rétine. Et c'est comme si on avait un espèce d'écran de cinéma au fond de l'œil qui capte les différentes longueurs d'onde des rayons lumineux. Et ça permet de pouvoir attraper différentes couleurs. Et dans cette rétine, nous, chez les humains, on n'a que 3 types de cônes. C'est des cellules spéciales pour pouvoir attraper ce qu'on appelle les ondes qui vont donner les couleurs rouges, les couleurs vertes et les couleurs bleues. Eh bien, chez les oiseaux, ils en ont un 4e supplémentaire qui permet aussi de regarder le jaune, d'avoir le jaune. Et quand vous mélangez toutes ces couleurs-là, eh bien, ça permet d'avoir différentes nuances, encore plus que ceux de l'arc-en-ciel. Donc, c'est ce qu'on appelle les ultraviolets. C'est au-delà du violet. C'est des couleurs que notre œil à nous ne peut pas percevoir parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais les oiseaux, eux, peuvent le faire parce que tout simplement, dans le monde animal, la communication passe par les couleurs. Et donc, si jamais vous avez, par exemple, je sais pas moi, un tiliquois. Un tiliquois, c'est un grand lézard qui a une langue toute bleue. Dès qu'il fait sortir sa langue, c'est pour faire peur, par exemple, à des animaux qui sont très très loin dans le ciel, comme par exemple des aigles, puisque ce sont les prédateurs. Oui. Eh bien, si l'aigle est très très haut en altitude,
eh bien, il va pouvoir voir de très très loin cette couleur qui va être aussi un bleu, mais aussi ultraviolet. Nous, on la voit bleue, mais en fait, elle émane aussi des ultraviolets. Et ça peut être visible de très 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 loin. Donc, ça veut dire que le prédateur, lui, va voir que, tiens, c'est un lézard, et que le lézard, il l'a repéré, et mieux vaut pour les deux que la confrontation ne se passe pas, parce que ce sont vraiment des signaux d'alerte mutuels. Ouais. Non mais c'est passionnant, le livre est passionnant vraiment. J'aurais plein de questions, donc voilà, je vais inviter vraiment nos éditeurs à découvrir le livre. Farah Kassri, il paraît que l'homme serait un animal comme les autres, c'est vrai ça? Alors ça, c'est mon point de vue en tant que vétérinaire, et c'est là où on est complémentaire avec Michel. Michel, il avait une vision, quels sont les points de différence, qu'est-ce qui faisait que nous étions des humains. Et moi, j'avais une autre vision, forcément, celle où nous, finalement, nous sommes des animaux comme les autres, parce que nous avons vraiment des points de ressemblance. Après, ce qui fait que nous sommes vraiment différents, c'est que nous avons un peu le meilleur et le pire de ce qu'on peut retrouver dans le règne animal. Nous avons rassemblé différentes capacités et différents comportements qui font que nous sommes effectivement assez exceptionnels dans le règne animal. Mais nous sommes quand même des animaux. Il ne faut pas mettre l'être humain sur un piédestal en haut d'une pyramide et que tous les autres seraient tout en bas. Non, nous faisons partie de cette chaîne du vivant et nous dépendons des autres espèces comme les autres espèces dépendent un petit peu de nous. Et si nous avons des capacités cognitives un peu supérieures aux autres, ça c'est vrai, mais ça nous donne en même temps la responsabilité de protéger les autres espèces. Ça, c'est notre rôle. On est les super prédateurs, mais nous devrions aussi être les super protecteurs du règne animal parce que sinon, c'est nous qui allons disparaître. Alors vous dédiez ce livre à vos 2 filles et à votre maman. Est-ce que vos filles ont un peu joué les cobayes pendant l'écriture du livre? Je crois qu'il y avait une phrase qui revenait. Pourquoi maman, c'est ça? C'est ça, maman, ça c'est. Je pense que tous les parents connaissent cette fameuse question, maman, pourquoi ça s'arrête jamais? Et oui, elles ont servi de cobayes. Ma petite fille de 4 ans, j'avais cœur à ce qu'elle n'ait pas peur des animaux. Donc avec Amélie, on a vraiment fait attention à ce que par exemple même une araignée, elle soit jolie et qu'elle ne fasse pas peur. Que le crocodile ne soit pas beaucoup trop impressionnant, que le tigre, pareil, soit assez magnifique. Et à chaque fois, ça, c'est ce qui était vraiment agréable à voir, c'est qu'elle était vraiment assez réceptive et ça lui faisait pas peur. Après, avec ma fille qui a maintenant 6 ans, elle était fascinée par les questions. Mais maman, pourquoi il y a des grandes oreilles? Pourquoi il y a des poils dans les oreilles de l'âne, par exemple? Pourquoi il y a des yeux qui brillent? Pourquoi, par exemple, il y a les fourmis qui ont des longues antennes? Ça leur sert à quoi? Et bien sûr, quand elle voyait Michel transformé en fourmi ou avec des antennes de papillons, là, elles étaient mortes de rire. Lorsque votre maman vous racontait l'histoire du petit chaperon rouge et qu'arrivait le passage de grand-mère, pourquoi as-tu de grandes oreilles? C'est comme vous me disiez tout à l'heure, les réponses ne vous satisfaisaient jamais et comme le loup, vous restiez sur votre faim. Est-ce que l'on peut dire que c'est pour trouver les bonnes réponses à vos nombreuses questions que vous êtes devenu vétérinaire, puis éthologue et enfin journaliste? Absolument. En fait, il y a un fil rouge dans tout ça. C'est que ce que j'aime le plus, c'est vraiment apprendre des choses et pouvoir le transmettre au plus grand nombre. Et finalement, quand on est journaliste ou auteur, eh ben on a cette possibilité de transmettre. Et ça, c'est formidable. Vous imaginez toutes ces connaissances qui peuvent être divulguées et propagées au plus grand nombre. Et comme ça, nourrir la curiosité. Et quand on s'adresse aux enfants, eh bien, c'est des générations futures. Donc, ma cible première, ce sont les enfants. Et après, j'espère, les adolescents et les adultes. De les aider à prendre conscience de ce côté magnifique, ces détails magnifiques qui sont dans chaque espèce humaine et qu'ils regardent les animaux différemment. On ne sait pas que les consommer, ils vivent avec nous, ils partagent notre espace, ils partagent cette planète et on vit tous ensemble. Les humains sont pas à part, on est ensemble et ce côté ensemble, j'espère vraiment que les enfants vont pouvoir le percevoir dans le livre. Alors pour terminer, Farah Kassri, pour résumer, est-ce qu'on peut dire que nous humains finalement, on n'est pas si mal lotis que ça? Absolument, on est vraiment très très bien. Là, par rapport à ça, en plus, on arrive à compenser par nos capacités cognitives en s'inspirant des animaux. Vous savez, dès qu'on observe un animal et qu'on voit sa capacité, eh bien, on arrive à un peu copier. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Les animaux sont une source d'inspiration quand nous,
on a un sens qui fonctionne pas très bien ou moins bien. Après, vous savez, par exemple, si on prend juste le sens de l'audition, nous, le sens le plus important, celui qui fonctionne le plus, c'est celui de la vision. Il est extrêmement puissant. C'est le cerveau traite les informations en provenance des yeux beaucoup plus rapidement que le reste. Mais si on est par exemple dans une émission de radio, on ne voit plus rien, on ne fait que entendre. À ce moment-là, l'audition devient le premier sens. On s'adapte. C'est la capacité de l'être humain et des espèces qui sont dites intelligentes, c'est leur capacité à s'adapter quelle que soit la situation. C'est la définition même de l'intelligence et nos sens nous aident à y parvenir. Merci Farah Kasri, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Je vous recommande ce livre même pas bête, Les 5 sens comparant l'homme et l'animal de Farah Kasri aux éditions Glénat Jeunesse. Je reçois maintenant Cécile Covès à l'affiche de la comédie Nos Petits Secrets, à découvrir tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h30 au théâtre Le Mélo d'Amélie à Paris. Bonjour Cécile Covès. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche de Nos Petits Secrets, une comédie de Romaric Poirier mise en scène par Arnaud Caron, assistée de Mathilde Cérès, tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h30 au théâtre Le Mélo d'Amélie à Paris. Alors vous interprétez le rôle d'une institutrice assez coincée. Parlez-moi de ce personnage. Alors elle est coincée, mais elle est aussi très dépressive. Alors elle vient se reposer dans ce Airbnb. Elle a un petit souci, c'est que je vous le dévoile ou pas, mais elle cherche par tous les moyens une porte de sortie. À un moment donné, dès qu'elle se trouve dans un espace, il faut qu'elle ait des moyens de se suicider. Voilà. Je vais vous demander de faire le pitch de la pièce maintenant. Hein ? Faisons-le. Cette pièce se passe en Provence. C'est un huis clos en fait, essentiellement dans une maison de Provence. C'est une location d'un Airbnb. Les 4 protagonistes de cette pièce ne se connaissent pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils réservent tous les 4 le même endroit pour partager les frais de location. Et donc, ce sont 4 personnages un peu caricaturaux. Donc, vous avez Muriel, que j'incarne, une institutrice un peu coincée, dépressive. Un acteur porno qui s'appelle Pat et qui veut arrêter le porno, l'univers du porno, et se lancer dans le cinéma un peu plus conventionnel. Nous avons un prêtre qui s'appelle le Père Kevin et qui est accro aux réseaux sociaux, et un 4e personnage qui s'appelle Clara, qui est une sorte de desperate housewife et qui vient ici pour réfléchir aussi un peu à sa vie. Elle en a marre un peu de son mari, on va dire, et ces 4 personnages hauts en couleur ont chacun un secret. Et ça se passe juste le temps d'une nuit, et vous mettez ces 4 personnes dans un univers un peu clos, ça fait un peu un feu d'artifice. Cécile Covès, est-ce que, comme dans la pièce, vous avez déjà vécu une rencontre imprévue ? Oula oui, les rencontres imprévues, j'en ai fait 2-3. Dans le métro, j'ai rencontré des gens. C'est toujours bizarre parce qu'on se dit que c'est dans... Je me dis que au final, j'ai rencontré des gens qui faisaient le même métier que moi avant que je fasse ce métier-là. C'est-à-dire que un jour, j'ai aidé une personne aveugle dans le métro et j'essayais de la guider un petit peu et je parlais très fort en fait. Et il y a un monsieur à côté de moi qui me dit mais elle est aveugle, elle est pas sourde en fait. Donc voilà, je parlais très fort à chaque fois bref. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, c'était un grand monsieur très beau, je sais pas, une 60aine d'années, noir, et on aurait dit qu'il sortait d'un film. Et au final, il s'est avéré que je l'avais fait rigoler et il s'est avéré que c'était un chanteur de reggae très connu en Jamaïque et il m'a fait poser ma voix sur une de ses chansons. Voilà, mais c'était il y a 8 ans et je rencontre plein de gens comme ça à chaque fois et je fais des rencontres aussi parce que je fais du théâtre dans des EHPAD le jeudi après-midi, avec ma compagnie de théâtre et c'est drôle aussi parce que ces rencontres imprévues, elles se font là aussi avec et les personnes, les résidents de ces EHPAD-là et les familles aussi et je tisse des liens et c'est drôle en fait. Voilà. Alors pour terminer, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs pour qu'ils viennent vous applaudir dans Nos Petits Secrets tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h30 au théâtre Le Mélo d'Amélie ? Alors, moi je vous dirais déjà 19h30, c'est un bon horaire parce que on sort du travail, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir une petite pièce de théâtre déjà, enfin une pièce de théâtre, une belle pièce de théâtre, c'est une comédie, on passe un bon moment, on rigole, on est à proximité des comédiens, vous nous voyez transpirer aussi parce que vous êtes très près et vous êtes en communion carrément avec nous et vous passez un très bon moment.
Et après, ça dure quoi ? Ça dure 1h15. On est dans un quartier fort sympathique, qui est pas loin de la rue Montorgueil. Vous sortez, il est 21h. Vous avez tout le temps de votre soirée pour prendre un bel apéritif, un bon repas. Donc vous avez fait théâtre et repas, et ça, tout en ayant passé une très bonne soirée en notre compagnie et en rigolant. Merci Cécile Coves, merci beaucoup. Merci à vous. Nos petits secrets, une comédie pour adultes à découvrir tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h30 au théâtre Le Mélo d'Amélie à Paris. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmômes.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.